Cette émission vous est présentée avec Chaque vidéo année, description. on rapporte des centaines de meurtres au Canada. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Il me disait toujours « Je vais être célèbre un jour, maman ». Mais on n'imaginait pas que c'est le jour de sa mort qui le rendrait célèbre. C'est quand même fréquent dans la psychose et ça fait partie des signes cliniques de la maladie, c'est que ces gens-là ne se reconnaissent pas malades, donc ils vont pas faire de demande de soins. Étant donné les circonstances horribles de ce qui est arrivé, disons que ça pouvait pas être un meurtre ordinaire. Le mercredi 30 juillet 2008, autour de 18h, un autobus Greyhound qui relie Edmonton en Alberta à Winnipeg au Manitoba file sur l'autoroute transcanadienne. Assis sur le dernier banc de l'autobus, tout juste devant le cabinet de toilette, Timothy McLean, 22 ans, revient d'Edmonton où il a travaillé une partie de l'été. Il adorait les montagnes. C'est là qu'il voulait vivre. Il trouvait ça tellement beau. Bien qu'il ait adoré son été, Tim a hâte d'arriver chez lui et de retrouver ses proches. Il envoie des courriels à ses meilleurs amis pour les prévenir de son arrivée le soir même. Il envoie également un message à son père. À son condo de Winnipeg, le père de Tim reçoit le courriel de son fils qui lui demande s'il peut passer la nuit chez lui. Il accepte immédiatement. Satisfait, Tim ferme son cellulaire et s'installe confortablement pour la suite du trajet. L'autobus s'arrête bientôt à Brandon, au Manitoba. Les voyageurs en profitent pour descendre, se délasser les jambes, s'acheter à boire ou à manger. Tim McLean descend lui aussi. Je m'inquiétais beaucoup pour lui. Mais il me disait toujours « Relax, maman, inquiète-toi pas pour moi, il m'arrivera rien. » Je disais souvent à mes amis, à mes sœurs, à ma mère, que je m'inquiétais pour Timothy, parce qu'il était tellement insouciant. La pause terminée, le chauffeur indique aux passagers qu'il est temps de remonter à bord. Vince Lee, un passager d'une quarantaine d'années d'origine asiatique, descendu lui aussi pour l'escale, se met en file. Il semble nerveux et marmonne à voix basse. Vince Lee monte à bord. Au lieu de reprendre son siège au 4e rang, il se dirige vers l'arrière de l'autobus et s'arrête devant le siège libre à côté de Tim. Il s'y assoit. L'autobus redémarre. Dans quelques heures et après plusieurs mois d'absence, Tim passera la nuit chez son père à Winnipeg. Le lendemain, il rentrera chez sa mère à Eli, petite ville située à une quarantaine de kilomètres de Winnipeg. À bord de l'autobus Greyhound, Tim McLean s'assoupit. Le passager à ses côtés se lève et disparaît à la toilette. Personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver. Et personne ne pouvait rien faire une fois que ça a commencé. C'est un meurtre tragique, dans tous les sens du terme. Malheureusement, Tim ne rentrera jamais chez lui. Le 30 juillet 2008 au soir, Derek, un grand ami de Tim, informé par le père de celui-ci, est venu attendre son copain au terminus d'autobus de Winnipeg. L'autobus est prévu pour 21h45,
mais il semble avoir un léger retard. Les heures passent et Derek attend toujours. Impossible de connaître les raisons de ce mystérieux retard. Tim McLean a interrompu ses études en secondaire 4. En attendant de savoir ce qu'il veut vraiment faire, il se réjouit de vivre des expériences enrichissantes. Pour le 3e été consécutif, il travaille dans une foire itinérante. Ses envies de voyage et son côté nomade s'accommodent bien de ce boulot qui lui est tombé du ciel. Je cherchais un emploi, puis un de mes amis m'a dit « Hey, il y a une foire en ville, pourquoi tu vas pas offrir tes services? » J'ai dit « OK. » Je suis allée. Ils m'ont demandé si j'avais des amis qui seraient intéressés. J'ai tout de suite pensé à appeler Tim. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais cet été? » Il ne m'a dit rien. J'ai dit « Tu travailles pas? » Il répond « Non, pas encore. » J'ai dit « Fais tes valises, on s'en va. » Il était en charge d'un des jeux. C'était le 3e été qu'il travaillait au carnaval. Il aimait ça. C'était une façon de rencontrer des gens d'ailleurs, de d'autres villes, de voyager et de voir du pays tout en faisant un peu d'argent. Le 30 juillet 2008, au terminus de Winnipeg, Derek se lasse d'attendre. Il se rend chez le père de Tim pour voir s'il n'en saurait pas davantage. Les deux hommes cherchent des informations sur le net et découvrent qu'un drame s'est produit à bord d'un autobus Greyhound. La seule chose qui a été rendue publique, c'est que quelqu'un avait été poignardé dans un autobus et que les policiers avaient un suspect. L'identité de la victime n'est pas révélée, mais sa description physique correspond à celle de Tim. En quelques secondes, le monde de Tim Senior et de Derek vacille. C'est le début d'une longue nuit d'attente. À Eli, la mère de Tim, Carol Dideley, Kendall, son frère cadet, et ses 2 demi-sœurs ne savent même pas que Tim est sur le chemin du retour. En fait, il voulait revenir plus tôt pour surprendre toute sa famille. Moi, il m'avait pas averti qu'il revenait. Et ce qu'on m'a dit, la raison principale, c'était parce qu'il voulait me faire une surprise. Le matin du 31 juillet 2008, Carol écoute tranquillement les nouvelles à la radio. J'ai entendu parler d'une attaque dans un autobus à l'ouest de Portage-la-Prairie. Et la première chose que j'ai pensé, c'est dans quel état est-ce que c'est arrivé? Je pensais que c'était arrivé aux États-Unis. Et quand j'ai entendu que c'était pas loin de chez nous, j'ai pensé « Oh mon Dieu, c'est tellement proche! » Kendall, le jeune frère de Tim, lit la même nouvelle dans le journal alors qu'il est au travail. Mais tout comme à la radio, on ne dévoile pas l'identité de la victime. Depuis la veille, Tim Senior, fou d'inquiétude, tente par tous les moyens de connaître l'identité de la victime du drame de l'autobus. C'est à ce moment qu'on sonne à sa porte. Des policiers viennent lui annoncer une terrible nouvelle. C'est bel et bien son fils qui a été agressé dans l'autobus. Le père de Tim s'effondre. Il met un long moment à retrouver ses esprits. Puis, il appelle son ex-femme Carol. Mon ex-mari m'a appelé et m'a demandé si j'avais entendu la nouvelle. J'ai dit, c'est sûr que j'ai entendu la nouvelle. Tout le monde a entendu la nouvelle. Et là, il m'a dit que c'était Timothy. Je me suis effondré par terre. Tim Senior se rend à Eli. Il va chercher Kendall au travail pour le ramener à la maison chez sa mère. Il m'a tout de suite dit, le gars dans l'autobus, c'était ton frère. Au début, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Je me disais, non, Tim n'aurait jamais fait une chose comme ça. Pour Kendall, la mort de son frère est tout simplement impossible à envisager. Ils arrivent enfin chez Carol.
Je me souviens que je sentais la bile monter dans ma gorge, que j'allais être malade. J'ai couru dehors en criant non. Kendall est forcé de se rendre à l'évidence. Je suis arrivé à la maison, puis c'est là que j'ai réalisé. J'ai prié avec ma mère un peu, mais je préfère être seul. Et c'est plus tard. Je pense qu'il était autour de 9h, 9h30 ce soir-là, que la GRC et un intervenant du service d'aide aux victimes sont enfin venus m'annoncer officiellement que c'était Timothy qui était décédé. Que s'est-il passé entre le moment où Tim McLean s'est endormi sur le banc de l'autobus et l'annonce de sa mort à sa famille? Dans quelles circonstances a-t-il perdu la vie? Le mercredi 30 juillet 2008, Tim McLean se trouve à bord d'un autobus qui roule vers Winnipeg. Quelques heures plus tard, la nouvelle de sa mort frappe de plein fouet sa famille et ses amis. L'homme d'origine asiatique qui s'est assis à côté de Tim se nomme Vince Wei-Gwen Lee. Il a 40 ans. Vince Lee est né le 30 avril 1968 à Dandong, dans la province du Liaoning, au sud-est de la Chine, tout près de la frontière avec la Corée. Vince Lee est un bon étudiant et il obtient un baccalauréat en sciences au Wuhan Institute of Technology en 1992. Il occupe ensuite un emploi d'ingénieur dans le domaine des logiciels d'ordinateur. Il essaie d'apprendre l'anglais et en 1995, il épouse Anna, sa compagne de plusieurs années. Monsieur Lee avait des origines modestes et, de ce que je comprends, il y avait peu de famille et d'amis ici au Canada. Lee et Anna arrivent au Canada en 2001 à la recherche d'une meilleure qualité de vie. Vince Lee espère trouver un emploi à la hauteur de ses compétences. Il y a le fait qu'il est immigré aussi, qu'il ait passé même l'examen médical de l'immigration, qu'il est marié avec sa femme, puis qu'il a passé toutes ces étapes qui sont des étapes très stressantes. Pour l'instant, tout se passait bien. Fraîchement installé à Winnipeg avec sa femme, désireux d'améliorer ses chances de trouver un emploi, Lee suit une formation de programmeur au collège CDI de Winnipeg. Il complète sa formation en 2002. Malgré ses efforts, il ne réussit pas à obtenir un emploi en informatique. Il parvient néanmoins à dénicher du travail dans la restauration. Vince et Anna Lee semblent s'adapter relativement bien à leur vie à Winnipeg. Mais Lee est plutôt silencieux et replié sur lui-même. Son apprentissage de l'anglais est laborieux et il éprouve des difficultés à communiquer. Lee a du mal à garder ses emplois. Anna, qui ne parle pas anglais, n'ose pas se lancer sur le marché du travail. Leur relation commence à se dégrader. Leurs rares amis trouvent Vince tendu et nerveux. C'est sûr qu'il est immigrant, il n'a pas une maîtrise du langage avec le mandarin, l'anglais, comme tout le monde, donc ça peut passer un peu anodin aussi, mais c'est pas quelqu'un qui va avoir des habiletés à bien communiquer, à bien se faire des amis et des relations. Mais il y avait une communauté ici à Winnipeg que Lee et sa femme fréquentaient à l'église. Ils avaient l'air d'apprécier l'appui de la congrégation. Ils assistaient à des cérémonies. Lee travaillait même à l'église. Lee croit en Dieu. Il fait des travaux de conciergerie au Grant Memorial Church et discute souvent avec un pasteur baptiste qui lui a offert son soutien. Les paroissiens apprennent à le connaître, lui et sa compagne. Lee a le sentiment d'appartenir enfin à une communauté. Au cours de l'été 2004, Lee commence à souffrir d'insomnie et il se nourrit très mal. Il pleure souvent et confie à sa femme qu'il a vu Dieu. Anna pense que son mari est simplement fatigué. Elle réussit à lui obtenir des somnifères. Le sommeil de Vince s'améliore, mais son comportement reste étrange.
Puis il devient bizarre, il se met à parler tout seul, il se met à faire des mouvements et à s'isoler. Puis ça, sa femme aussi, ça perturbe une relation de couple, ça peut augmenter l'agressivité. En 2005, Lee obtient sa citoyenneté canadienne. Mais son état ne s'améliore pas. Il devient de plus en plus confus et agité, sans comprendre ce qui lui arrive. Pour soulager son anxiété, il fait de longues promenades qui durent des heures. Il lui arrive de monter à bord d'un autobus, peu importe sa destination, juste pour être en mouvement. Les paysages qui défilent par la fenêtre l'apaisent et semblent lui procurer une sorte de calme. Une des façons qu'il a, c'est un peu de fuir, aller dans les bus, faire des voyages qu'on va appeler des voyages pathologiques. Ce qu'on appelle un voyage pathologique, c'est justement quelqu'un qui part dans un voyage qui n'est pas planifié, qui n'a pas de sens dans la vie de tous les jours, qui n'est pas, à la limite, qui n'a pas un point de départ précis et un but. Pendant un certain temps, les tentatives de Vince Lee pour contrôler ses symptômes anxieux sont efficaces. Il réussit à donner le change, mais au prix d'efforts de plus en plus exigeants. Si on a un problème physique, on le voit souvent. Mais la maladie mentale, vu qu'elle n'est pas visible, d'ailleurs c'est ça qui fait qu'elle est si souffrante, c'est qu'on peut quelque part essayer de la cacher et parfois les gens arrivent à la cacher et donc de la traîner avec eux. La façade commence à craquer. Lee disparaît de plus en plus souvent, parfois quelques jours, sans dire où il va. L'inquiétude d'Anna augmente continuellement. Un jour, en 2005, il quitte son domicile. On le retrouve en train de marcher le long de l'autoroute 401. Au cours d'un de ses voyages, il s'est rendu en Ontario. Et alors qu'il marchait le long d'une autoroute, des agents de la GRC l'ont intercepté et l'ont amené dans un hôpital de Toronto. Il a été conduit là en vertu de la loi sur la santé mentale, ce qui veut dire qu'il n'a pas été admis et traité sur une base volontaire. À l'hôpital de Toronto, on le met sous observation. Lee reçoit un diagnostic de maladie mentale. On lui prescrit des médicaments qu'il devra dorénavant prendre tous les jours. Lee, avec son anglais minimal, ne comprend pas bien ce qu'on lui explique. En plus, il y a beaucoup de préjugés entourant la maladie mentale en Chine. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc, quand M. Lee montrait des signes et des symptômes liés à la psychose, lui et sa femme ne savaient pas du tout ce qui se passait. Ils pensaient que c'était juste un problème de caractère. Donc souvent, les gens sont conscients de ce qui leur arrive, mais ils ont des explications alternatives. Donc ils vont dire peut-être c'est un enjeu religieux ou spirituel, ou ils vont dire c'est peut-être du stress, et ils vont essayer de trouver d'autres solutions. Anna est prévenue de l'hospitalisation de son mari. Elle décide d'attendre son retour comme elle le fait d'habitude. Au bout de 10 jours, Lee décide de quitter l'hôpital sans congé médical. Il rentre chez lui. Sa trace est perdue et aucun suivi médical n'est fait. Il y a eu de la confusion. Il était toujours là en vertu de la loi sur la santé mentale, mais il a réussi à quitter l'hôpital alors qu'il n'aurait pas dû. On n'a pas, d'un océan à l'autre, un système de santé mentale centralisé. Alors, par conséquent, il y a des gens qui glissent entre les mailles du filet. Lee ramène une prescription, mais il est incapable d'expliquer à Anna la nature de sa maladie. Celle-ci l'encourage à prendre ses médicaments, mais bien vite, Lee les oublie un jour sur deux et ses problèmes recommencent. Lee est seul avec un problème qu'il a tendance à minimiser. Les questions de santé mentale sont encore plus méconnues et tabous dans la société chinoise que dans la nôtre. Donc de cacher crée plus de problèmes qu'il en résout la plupart du temps. En même temps, il faut aussi dire que ça prend beaucoup de courage dans n'importe quelle société d'aller de l'avant et de s'ouvrir sur quelque chose qui est potentiellement très toxique au niveau social. Lee commence à développer le sentiment que le monde entier est contre lui. Anna trouve leur vie commune de plus en plus difficile. Elle l'aime,
mais elle se sent impuissante à le soulager de ses crises de paranoïa et de ses colères soudaines. Ce n'est pas non plus dans les habitudes de la femme chinoise d'intervenir et de questionner le comportement de son mari. Au cours de l'été 2005, toujours sans emploi, Lee dit à sa femme qu'il a vu une annonce de terrain à vendre en Saskatchewan. Il veut s'y rendre déposer une offre d'achat. Anna n'apprécie pas cette nouvelle lubie. Ils n'ont pas d'argent à gaspiller. Elle veut le retenir, mais il s'emporte et quitte une fois de plus pour un voyage dont lui-même ne connaît pas la destination. À son retour, rien ne va plus. Vince Lee raconte qu'il entend des voix dans sa tête. Le couple s'éloigne de plus en plus. En 2006, Lee et Anna retournent en Chine, là où ils se sont mariés, pour demander le divorce. Il n'y avait pas une très bonne communication entre eux. Et quand des immigrants arrivent dans un nouveau pays, il y a souvent des tensions dans le mariage en raison des différences culturelles. En plus, ils ne connaissaient pas la maladie mentale, alors ce que la conjointe de M. Lee voyait, elle attribuait ça à des problèmes de couple. À leur retour de Chine, Vince Lee quitte Anna et déménage seul à Edmonton, en Alberta. Anna reste à Winnipeg. La maladie de Lee a eu raison de leur amour. L'état de santé de Lee pourrait très bien avoir été un prélude aux événements tragiques qui se sont produits à bord d'un autobus Greyhound. Mais personne n'aurait pu prédire que les gestes de Lee repousseraient les frontières de l'horreur. Le 30 juillet 2008, un drame hors du commun se déroule dans un autobus qui traverse le Canada. Vince Lee, un Canadien d'origine chinoise, est lié à l'affaire. Ses problèmes de santé mentale semblent avoir déjà miné sa vie professionnelle et amoureuse. À Edmonton, où il est déménagé seul, Vince se trouve un appartement et s'y installe. Cette fois, il décroche un emploi dans un Walmart. Tout va bien jusqu'au jour, en mai 2008, où il se dispute avec un autre employé. Il se fait alors congédier. Il travaille ensuite comme livreur de journaux. Il se montre consciencieux et ponctuel. Son patron est satisfait de lui. Les longues marches requises pour la livraison de journaux contribuent à améliorer la santé mentale de Lee. Il passe ses journées au grand air. Il a l'impression que tout va mieux. Comme Anna lui manque, il l'appelle et lui propose de reprendre la vie commune. Celle-ci, incapable de se refaire une vie et toujours attachée à Vince, déménage à Edmonton pour vivre avec lui. Pendant les 2 mois qui suivent, le beau temps revient. Vince continue à livrer ses journaux et malgré ses crises d'anxiété, il ne disparaît plus comme il en avait l'habitude. Mais le 28 juillet 2008, Vince Lee prévient son patron qu'il devra bientôt s'absenter du travail. Il lui explique qu'il ira à Winnipeg passer une entrevue pour un autre emploi. Il fait sa livraison de journaux comme d'habitude. Sur la route, il est assailli par la voix de Dieu, qui le prévient de l'arrivée imminente des extraterrestres sur Terre. Affolé, il rentre chez lui. Monsieur Lee avait des hallucinations et des délires. Il entendait des voix et il pensait que c'était Dieu. Ces délires lui faisaient croire qu'il était le 2e sauveur du monde et que Dieu lui disait de sauver la Terre d'envahisseurs extraterrestres. Quand il rentre chez lui le 28 juillet 2008, Anna est absente. Lee ramasse ses effets personnels et remplit 3 valises. Il laisse une note à Anna et quitte la maison pour se rendre au terminus d'autobus. L'hallucination auditive, ça fait en sorte qu'il est en train de perdre le contrôle de lui-même. Il est en train de perdre le contrôle, le contact avec la réalité. La réalité se reconstruit. Puis là, à la place de la réalité, il construit un délire qui va devenir le délire des extraterrestres, des envahissements. Il va se mettre en danger. Il a une profonde angoisse qui va conduire jusqu'à une très grande crise dangereuse. Le 28 au soir, Anna rentre chez elle et découvre la note laissée sur la table dans laquelle Lee lui dit de ne pas tenter de le retrouver et lui souhaite d'être heureuse. Anna comprend que son mari est reparti pour un autre de ses voyages sans but. Son découragement est immense, mais dépaysée,
Étrangère à la langue et au système, elle ne sait pas quoi faire pour l'aider. C'était très difficile pour elle de vivre avec cette réalité-là. Mais elle aurait pu faire quelque chose. Elle aurait pu aller voir un juge et demander un mandat d'inaptitude, par exemple. Au terminus d'autobus d'Edmonton, Vince s'achète un billet sous le nom de Wong Pent. Il se pourrait bien que son délire paranoïaque lui suggère de brouiller les pistes. Sa destination finale est Thunder Bay, Ontario, via Winnipeg, Manitoba. Il monte à bord de l'autobus à minuit 30, dans la nuit du 28 au 29 juillet. Et ce qu'on appelle les voies mandatoires sont les voies les plus dangereuses, les plus pénibles. C'est-à-dire que ce sont des voies qui vont donner des ordres, qui peuvent lui dire « avance, fuis cette ville, ne reste pas avec ta femme, quitte Edmonton ou Winnipeg ». La maladie dont souffre Vince Lee est la schizophrénie. C'est elle qui est responsable des voix qu'il entend dans sa tête et qui sont réelles pour lui. La schizophrénie, c'est un trouble du cerveau, une maladie du cerveau. Dans le cas de M. Lee, il avait une forme sévère de psychose, une dépression psychotique. Et ce qui caractérise la psychose, entre autres, c'est les hallucinations. Il faut imaginer la vie d'un schizophrène qui, toute sa journée, entend des voix comme ça, qui sont souvent méprisantes, désagréables, ça peut être des insultes, et ça peut donner des ordres. Et quand ça donne des ordres, là, il peut y avoir une impulsion, il peut y avoir un geste de commis. Des fois, il répond aux insultes, des fois, il essaie de les obéir. Il y en a même qui rigolent, qui sourient, ça les fait rire, mais d'autres, c'est très pénible. Il y en a qui vont jusqu'à se suicider. Au matin du 29 juillet, en constatant que Lee n'a pas livré les journaux, son patron s'étonne qu'il ait pris congé de manière aussi précipitée. Quand il téléphone chez lui, Anna lui répond que Lee n'est pas à la maison et qu'elle ignore quand il reviendra. Il part parce que il doit être en train de jongler avec ses voix. Il est en train d'être pris avec les idées religieuses de Dieu. Il peut se prendre peut-être pris dans une mission à exercer, puis il fuit vers Thunder Bay. Vince Lee se dirige vers le Manitoba. Il ignore encore que dans quelques heures, sa route va s'arrêter d'une manière brutale. Le 29 juillet 2008, Vince Lee a quitté Edmonton en direction de Thunder Bay via Winnipeg. Le lendemain, le 30 juillet, Tim McLean va prendre du même terminus un autre autobus qui fait le même trajet. Tout est en place pour que se produise l'un des pires drames jamais vus au Canada. Le 29 juillet au soir, après une journée de route, l'autobus dans lequel se trouve Vince Lee fait un arrêt à Erickson, au Manitoba. Lee veut descendre, mais le chauffeur lui précise qu'il n'est pas encore rendu à Thunder Bay. Lee est agité. Il ne semble pas comprendre. Il insiste pour quitter l'autobus avec ses 3 valises. Il se rend dans une épicerie. Quand il en sort, il réalise que l'autobus est déjà parti. Il se procure un billet pour l'autobus du lendemain. Perdu, assailli par ces voix qui lui prédisent l'invasion imminente d'extraterrestres et lui donnent une mission de sauveur, Lee marche dans le centre-ville d'Erickson, où il ne connaît personne. Persuadé que les voix qu'il entend sont réelles, il entre dans un magasin s'acheter un couteau pour détruire les extraterrestres et défendre l'humanité comme Dieu lui demande de le faire. Toute la soirée, il erre sans but et il finit par s'installer dans un parc pour y passer la nuit. Un peu plus tôt, à Edmonton, Tim McLean a fait ses adieux à ses camarades de travail. Il s'ennuie de sa famille et de ses amis et il a décidé de rentrer chez lui plus tôt que prévu. Pendant que Lee s'endort dans un parc à Erickson, Tim McLean est en route pour Winnipeg. Il s'installe confortablement pour la longue nuit qui commence. Le lendemain matin, à l'aube, Vince Lee se réveille dans le parc d'Erickson. Il appelle Anna. Dans un mélange d'anglais et de mandarin, il lui parle entre autres du fleuve jaune en Chine. Anna constate l'incohérence de ses propos et le supplie de revenir à la maison. Lee répond qu'il rentrera quand il sera prêt.
il décide de vendre son ordinateur qu'il trouve encombrant. Lee se dirige vers le centre-ville d'Erickson et se débarrasse de ses 3 valises. Il erre dans le village une bonne partie de la journée en attendant son autobus. Aux alentours de 18 h le 30 juillet 2008, l'autobus dans lequel voyage Tim McLean s'arrête quelques instants à Erickson. Les passagers descendent fumer une cigarette ou se délasser. Tim les suit. Vince Lee attend en file avec les autres passagers pour remonter à bord de l'autobus qui doit le mener à Thunder Bay. Il est nerveux et agité et il marmonne en mandarin. Les passagers remontent à bord. Tim retrouve sa place à l'arrière. Vince Lee, poursuivi par ses voix délirantes, s'installe dans la 4e rangée. Ce qu'on sait à peu près du cerveau de quelqu'un qui a une psychose, c'est qu'il y a des endroits du cerveau où il y a trop de dopamine. Cet excès de dopamine fait que les idées se bousculent, qu'on entend des voix, qu'on peut devenir hargneux, qu'on peut devenir désorganisé, agité et délirant. Au bout d'1 heure de route, nouvel arrêt à Brandon, Manitoba. Le chauffeur s'arrête pour permettre aux passagers de manger un morceau. Au retour, Tim reprend sa place. Mais Lee ne semble plus vouloir être assis à l'avant. Il se dirige vers l'arrière de l'autobus et s'assoit à côté de Tim. Pendant que Tim s'assoupit, Vince Lee va s'enfermer dans les toilettes. Quand il en sort, un passager remarque qu'il a un couteau dissimulé dans sa poche. Il devait être très vulnérable pour partir seul en voyage. Et je le défends pas, là. Je défends pas M. Lee de s'être procuré un couteau, ni d'avoir commis un tel geste. Mais pour une personne atteinte d'une maladie mentale, le fait de se promener seul à travers le Canada, il devait se sentir extrêmement vulnérable. C'est la seule explication qui fait du sens pour moi. Vers 20h30, l'autobus se dirige vers Portage-la-Prairie, au Manitoba. Tim dort toujours. Vince Lee est de plus en plus tourmenté par ses voix. Et ce jour-là, quand il était dans l'autobus avec Tim McLean, il l'a pas choisi au hasard. C'est la voix de Dieu qui lui a dit que ce garçon-là était un extraterrestre et qu'il devait le tuer avant qu'il tue tout le monde. Soudain, Vince Lee se jette sur Tim McLean et se met à le frapper à coups de couteau. Tim se réveille. Il essaie de se défendre, mais il est coincé contre la fenêtre. Il a beau se débattre, la détermination de Lee à le terrasser est sans appel. Comme il n'est plus en contact avec la réalité, il est dans un monde où c'est l'envahissement des extraterrestres. Lui se sent menacé. Il y a des missions un peu de Dieu de dire tu vas quand même protéger la planète Terre de ces extraterrestres. Et ce qu'il fait, il se défend comme un acharné, comme un boucher. Le passager du siège devant Lee se retourne. Il hurle qu'un passager est en train d'en tuer un autre. Le chauffeur arrête immédiatement l'autobus sur le bord de la route. Les passagers, en état de panique, crient en se ruant vers la sortie. En moins d'1 minute, tout le monde est à l'extérieur. L'autobus était rempli de gens qui voyageaient seuls, qui étaient endormis et qui ont dû être tellement effrayés par ce qu'ils ont vu que leur premier réflexe a été de sortir de là au plus vite. Seul le chauffeur est resté à bord. Il continue de voir le bras de Lee s'abattre sur sa victime. Il essaie de calmer Vince Lee, qui ne lui prête aucune attention. Impuissant, ne sachant que faire, il finit par descendre à son tour. À ce moment, Lee se désintéresse de Tim et fonce vers l'avant de l'autobus pour tenter une sortie. Le chauffeur a la présence d'esprit d'actionner le mécanisme de la porte qui se referme sur Lee en coinçant son bras droit, qui n'a toujours pas lâché le couteau. Lee se débat de toutes ses forces pour se libérer. Il réussit à se dégager, sous le regard terrifié des passagers qui se sont éloignés de l'autobus, mais ne peuvent quitter la scène des yeux. Le comble de l'horreur est atteint quand Vince Lee retourne à l'arrière de l'autobus s'acharner de nouveau sur le corps de Tim McLean.
ce n'est plus de l'ordre du raisonnable. C'est-à-dire comment on se comporte vis-à-vis d'un extraterrestre, on le coupe en morceaux, il ne faut surtout pas qu'il se reproduise. À ce qu'on voit dans les films d'horreur de science-fiction, lui, il le vit et il agit dans une scène qui est épouvantable. Le chauffeur compose le 911, mais la communication est impossible. Un autre autobus s'arrête. Le collègue réussit à joindre les secours. Une demi-heure plus tard, les policiers de la Gendarmerie royale du Canada débarquent. Un caporal tente alors de communiquer avec Lee. Il lui demande de jeter son couteau par la petite fenêtre des toilettes, à l'arrière de l'autobus. Lee est confus. Il dit qu'il doit rester dans l'autobus pour finir de faire disparaître le corps de l'extraterrestre qui l'a tué. Il reprend la mutilation du corps de Tim. Les passagers se détournent de la scène, incapables d'en supporter davantage. Puis, Lee se laisse tomber sur une banquette de l'autobus. Il se prend la tête à deux mains. Vers 23 heures, des membres de l'escouade d'intervention en mesure d'urgence de la GRC arrivent sur la scène du drame. Ils observent Vince Lee se livrer à des actes de cannibalisme. Son agitation a atteint un paroxysme. Lee tente de sortir de l'autobus en forçant la porte, mais il en est incapable. Il parle, mais ses propos sont incompréhensibles. Parmi les forces de l'ordre réunies autour de l'autobus, personne n'ose intervenir. Je comprendrais qu'il n'ait rien fait si l'homme avait été armé d'une mitraillette, disons. Mais c'était pas le cas. Il mutilait mon fils, puis ils l'ont regardé faire. Ça leur a pris 3 heures pour réunir leur escouade d'intervention. Une fois rendus sur place, ils n'ont rien fait. Quand vient le temps de faire usage de la force, ma compréhension, c'est que les policiers prendront pas d'assaut l'autobus pour tuer ou neutraliser le meurtrier. Le périmètre était sécurisé. Et c'est triste pour la victime, mais à ce moment-là, il n'y avait rien qui pouvait être fait pour la sauver. La GRC voulait sans doute pas risquer d'aggraver la situation encore plus. Vers 1h20, dans la nuit du jeudi 31 juillet, Vince Lee brise finalement une vitre de l'autobus. Il lance à l'extérieur le couteau qu'il a utilisé pour tuer Tim McLean. Il saute par la fenêtre et atterrit sur le sol. Il tente de s'enfuir. Un policier l'arrête. Il hurle et se débat. Les policiers ont recours à une décharge de pistolet électrique pour le calmer. Une fois immobilisé, Lee leur demande de le tuer. Il répète qu'il est coupable et qu'il veut mourir. Pendant que Vince Lee est emmené par des policiers de la GRC, d'autres montent à bord de l'autobus. Ils découvrent le corps atrocement mutilé de Tim McLean. Tim McLean est devenu l'innocente victime d'un grand malade, désireux de sauver l'humanité d'envahisseurs extraterrestres. Quel sort la justice réservera-t-elle à ce meurtrier? Le 31 juillet 2008, Vince Lee est arrêté et inculpé pour le meurtre de Tim McLean. Les enquêteurs l'interrogent pendant des heures. Les réponses de Lee se limitent à des hochements de tête. Il répète qu'il est coupable et demande la mort. Le lendemain, le jeudi 1er août, les enquêteurs rencontrent sa femme Anna pour lui poser des questions. Atterrée par les événements, elle leur raconte ses dernières années avec son conjoint et l'inexorable dégradation de sa condition mentale. 5 jours plus tard, à la demande du procureur de la Couronne, le juge ordonne une évaluation psychiatrique de Vince Lee pour déterminer s'il est apte à subir son procès et s'il peut être tenu responsable de son crime. L'enjeu ici est complexe. Il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise personne qui a fait quelque chose d'horrible, qu'on envoie en prison et qu'on condamne pour son geste. On a affaire à une personne qui souffre d'une maladie mentale que bien des gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais été confrontés. Vince Lee a tué quelqu'un, mais c'est pas un meurtrier. En plus, il était guidé par des hallucinations. Il entendait la voix de Dieu. Et il réalisait pas dans son cœur, dans son esprit, dans sa tête, que ce qu'il faisait
était mal, illégal et immoral. Le 17 septembre 2008, les rapports d'évaluation psychiatrique sont acheminés à la Cour. Le psychiatre consulté déclare que Lee ne peut pas être tenu criminellement responsable de la mort de Tim McLean. Un second psychiatre judiciaire se penche à son tour sur la question et en vient aux mêmes conclusions. Le 5 mars 2009, Vince Lee reconnaît qu'il a tué Tim McLean et s'est livré aux pires sévices sur le corps de sa victime. Bien qu'il qualifie ces actes de dégoûtants, le juge reconnaît qu'il s'agit d'un cas de désordre mental majeur. La Cour statue que Lee n'est pas criminellement responsable du meurtre de Tim McLean. Non criminellement responsable veut dire que quand il a acheté le couteau, quand il est embarqué dans l'autobus, quand il a tué Tim McLean, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Il était incapable de distinguer le bien du mal. Et donc, que ce qu'il faisait était mal. Je me questionne sur tout ce qui est arrivé. Je me demande comment Vince Lee a été diagnostiqué schizophrène la même année qu'il a obtenu sa citoyenneté canadienne. Je me demande comment il a pu quitter l'hôpital où on avait diagnostiqué qu'il représentait un danger pour lui-même et pour les autres et qu'on a perdu sa trace. Je me questionne sur tout ça. Vince Lee est transféré au Selkirk Mental Health Center, au Manitoba, pour y subir des traitements. Compte tenu du verdict, il n'a pas de dossier criminel. Il prend sa médication de façon régulière, sous la supervision des médecins. Chaque année, le comité de révision réexamine son dossier. Le traitement fonctionne bien et le comité directeur lui accorde des sorties accompagnées. Pour les proches de Tim McLean, l'injustice s'ajoute à l'horreur. Les gens atteints de maladie mentale doivent être tenus responsables pour leurs crimes. Ils doivent être enfermés et traités jusqu'à la fin de leur jour. Je pense pas que les gens aient été surpris que Vince Lee soit déclaré non criminellement responsable. Mais ce que je pense qui est arrivé, c'est que ça a fini par susciter un sentiment de colère. Il n'y a personne qui est responsable. Personne. Certainement pas Vince Lee. Ça a été clairement démontré qu'il n'était pas responsable. Mais ultimement, personne l'est. Parce qu'ils se sont penchés sur la question de la maladie mentale, mais pas du meurtre qui a été commis. Même si c'est peu probable, Lee pourrait redevenir un jour un homme libre. Les voix qui le hantaient ont cessé de se faire entendre. Il est de plus habité par un profond regret d'avoir mis fin au jour de Tim McLean. Il faut qu'il vive avec ça. Il sait que c'était mal, que c'était horrible, et qu'il ne pourra jamais effacer ça de sa mémoire. C'est comme une malédiction avec laquelle il doit vivre. Quand cet homme-là va être libéré, il n'y aura pas de casier judiciaire pour ce qu'il a fait à mon fils. Il pourrait potentiellement travailler avec des aînés ou avec des enfants. Il va pouvoir voyager. Moi, je pense que c'est des choses auxquelles il ne devrait jamais avoir droit. Jamais. Madame Dideley a dit qu'elle croit qu'une personne souffrant d'une maladie mentale qui tue une autre personne, peu importe le bienfait qu'elle obtient des traitements, ne devrait jamais être libérée et devrait demeurer enfermée pour le reste de ses jours. Moi, je crois au rétablissement, à la réhabilitation, à la justice et à la rédemption. Ces deux opinions sont à jamais irréconciliables. Le drame de Tim McLean et de Vince Lee restera gravé dans la mémoire collective canadienne parce qu'au-delà de l'horreur du crime commis, il pose des questions fondamentales sur la maladie mentale et ses victimes. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Quand
quand un festival sert à créer des ponts et panser les grandes blessures de tout un peuple. Inunekamu, la grande tradition, dans un instant.